Alors, un sujet aussi qui me passionne, hein, et qui va peut-être bien vous passionner aussi, c'est cette tradition et son lien, sa relation intime, profonde et jubilatoire même avec la nature, ce qu'on appelle la nature. Alors nous savons, et nous l'avions déjà formulé précédemment, mais que cette philosophie de la vie, cet art de vivre, mais aussi cette spiritualité, c'est-à-dire ce qui anime les êtres et les choses, sont pour nous, relèvent en tout cas pour nous, dans les premiers temps, au temps des premiers druides et des premières druidesses, des premiers hommes, relèvent de ce rapport étroit, profond, permanent, respectueux, attentionné, avec ce monde naturel. Donc avec les règnes, le règne végétal, le règne animal, le règne minéral. Et que de ce lien, de cette relation, c'est presque un acte d'amour. C'est un acte qui génère aussi un rapport de don et de contre-don, parce qu'on reçoit énormément de cette nature, des enseignements de la nature et de l'univers. Oui, on est comblé par cela. Et comme on est comblé, on reçoit ces grâces-là qui nous sont offertes avec prodigalité, avec générosité. Et ben, quand on reçoit autant, on a aussi envie de redistribuer de ce bonheur et de ce bienfait et de cette bienveillance. Alors ça implique cette pratique religieuse, c'est-à-dire l'entretien et la mise en œuvre de cette relation d'amour, parce que s'il n'y a pas d'amour, ben, il n'y a pas d'énergie, de force et de lumière dans cette relation. Voilà, c'est une relation d'intéressement, mais d'intéressement égotique. Voilà, ça ne transcende pas l'humain. Alors que là, nous avons une véritable transcendance et nous avons donc accès à des entendements, à des compréhensions qui, effectivement, nous aident à nous comprendre nous-mêmes. La nature, dans son observation, dans l'observation que nous en faisons, nous révèle cette véritable nature que nous sommes. Et c'est important de pouvoir compter sur elle pour découvrir nos différentes facettes et, en fonction de cela, mieux maîtriser aussi notre pensée et nos actes et donc notre existence. C'est un lien très très ancien et particulièrement entretenu. On nous dit dans les récits anciens que le barde, le porteur de parole, celui qui a la bouche d'or ou de miel, comme on l'appelle, va auprès du rivage, auprès de la mer, donc sur les grèves, mais aussi au bord des fleuves et des rivières. Il monte sur les collines et les sommets, dans les montagnes, et il va à la rencontre de cette nature. Il va, oui, sceller une sorte de cosmunion. Voilà. Il va sceller aussi ce rapport et cette alliance. Et il va y aller de cœur et d'intelligence, nu de cœur et d'intelligence, parce que il sait qu'il va être recouvert par toute cette immensité, par le souffle des origines, par le souffle de l'Awen et de l'inspiration. Il va être allaité par ce lait céleste et il va aussi pouvoir être irrigué par cette sève extraordinaire. Et donc tout son être va être nourri, abreuvé par ce rapport et cette relation avec cette nature. Et donc on verra combien par la suite, dans tous les domaines de cette pensée, notamment l'arbre en tant que tel, un arbre qui est cosmique et qui va se retrouver dans beaucoup de récits, joue un rôle considérable. D'abord, l'arbre dans les cultures, dans les sociétés, dans les civilisations, en tant que symbole, représente à lui tout seul peut-être le plus grand usage et le plus grand emploi qu'on connaît de symbole. Donc, vous voyez que les Celtes n'ont pas non plus manqué d'avoir avec l'arbre et tout ce qu'il représente symboliquement ou analogiquement un rapport constant et fructueux.
Mais ça, nous l'aborderons dans une autre émission, parce que l'arbre à lui tout seul est un sujet conséquent. Voilà. Mais cette nature, c'est elle qui, aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, dans un monde fait bien souvent dans les mégalopodes de verre, d'acier, de béton, de rigueur, de droiture, etc., ça ne comporte et ça ne satisfait qu'une partie de notre cerveau, tout ce qui est analytique, rationnel, mais la fonction sensible, émotionnelle, émouvante, aimante, est disqualifiée dans le monde urbain, d'une certaine façon. Alors que la nature nous reconnecte avec l'ensemble de nos dispositions cervicales neuronales, et donc nous pouvons à ce moment-là régénérer. On peut parler de régénération, c'est-à-dire que dévitalisé par un monde urbain avec des agitations permanentes, des peurs instrumentalisées, voilà, nous sommes dans un mal-être assez considérable et assez partagé, et il nous faut nous extraire finalement de ce siège de la maladie, du mal-être, du malaise. Et c'est la nature qui, à ce moment-là, nous ouvre ses bras comme l'arbre nous ouvre ses branches en forme de bras, en quelque sorte, pour nous prendre sur sa poitrine, sur son cœur, et nous réconforter, et nous conforter comme une mère pourrait le faire avec son enfant. C'est cela, le rapport à la nature, un rapport intime et profond, et souvent émotionnel et bouleversant. Elle nous remet à neuf quand nous sommes usés par la vie, par les événements, par les épreuves. Elle nous apporte, voilà, cette tendresse, parce qu'on peut parler de tendresse. En tout cas, elle nous reçoit avec nos tristesses, nos chagrins, nos peines, nos malheurs, et elle met un baume de paix et de sérénité sur tout cela. On poursuivra, parce que on pourrait dire encore beaucoup de choses, mais voilà, la nature nous est importante. C'est pour ça que dernièrement, nous avons été apporter notre concours à un prestigieux site mégalithique qui s'appelle La Roche-Chauffée, un des plus beaux dolmens qui reste et demeure en Europe d'ailleurs, et qui est menacé fortement d'aménagement urbain et touristique. Et malheureusement, c'est là une tendance que nous trouvons un peu partout. S'il s'agissait encore de ménager la nature, nous y apporterons notre concours. Mais l'aménager pour en faire finalement, disons, une source d'intérêt économique, comme c'est bien souvent le cas, et sans que l'on perçoive la richesse que un milieu sauvage, un sanctuaire maintenu dans son état primordial peut apporter à notre cœur, à notre pensée, à notre bien-être. On ne voit que le rapport économique et le rendement que l'on peut tirer d'un lieu. Voilà. Et c'est fort dommage. D'où notre présence et notre manifestation et notre rituel de protection que nous avons opéré avec ce qui m'a réchauffé le cœur. Hein. C'est un public qui venait pour manifester et qui savait qu'il y aurait un rituel druidique de protection et de solstice d'hiver. Et quand nous avons formé à quelques-uns le cercle de la fraternité et du rite, nous avons vu ce public s'approcher de nous, nous entourer, et même, incroyablement, parce que on n'avait rien préparé du tout, mais non seulement chanter avec nous, mais se prendre tous et toutes la main au moment où nous-mêmes, dans le cercle, nous faisions ce cercle de fraternité. C'est dire donc que cela est aussi pour beaucoup une recouvrance et non pas une découverte, mais que, assistant à ce lien profond avec la nature, dans toute sa densité et dans toute son intensité, dans toute sa vérité nue, eh ben, cela touche profondément nos semblables et ils ont besoin de s'associer eux aussi de cœur et d'esprit à ce rituel et à cette cérémonie dans laquelle ils se retrouvent parce que ça leur parle, parce que c'est aussi eux et parce que c'est cette même compréhension, ce même entendement de cette même interdépendance entre la nature et nous, l'univers et nous, qu'ils sont à même à ce moment-là de vivre et d'exprimer. Voilà ce que la nature, notre berceau,
notre berceau civilisateur, est encore capable aujourd'hui d'apporter à notre monde, et nous avons tout à faire pour la protéger, cette nature.